Une procédure alerte enlèvement a été déclenchée. Un bébé de 2 jours a été enlevé cet après-midi à la maternité d'Orthez. Il aurait été enlevé par une femme dont on dit qu'elle avait des cheveux courts, qu'elle était habillée en noir. Je me dis, mais qui c'est cette folle? Comment on peut faire un truc pareil? Ce que je me dis surtout, c'est, mais qu'est-ce qu'elle va faire de mon bébé? C'est la première alerte enlèvement que je vis et je me rends compte un peu de la force de frappe qu'elle peut avoir, quoi. On a le sentiment, quand on déclenche l'alerte enlèvement, qu'on ne maîtrise plus rien. Le visage de l'enfant apparaît. Évidemment, on s'imagine absolument pas que ça peut concerner notre propre famille. Kidnapper un nourrisson en pleine maternité, un crime très rare en France. Voilà pourquoi l'enlèvement de Django, un bébé de 2 jours seulement, va devenir une affaire exceptionnelle et conduire au déclenchement du dispositif unique et colossal, alerte enlèvement. Près de 10 ans après, j'ai décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est dans le centre hospitalier de cette petite ville que tout commence. Alexandra s'apprête à donner naissance à son 2e enfant, un garçon. Alexandra et Sébastien vivent à Biarritz. S'ils ont choisi la maternité d'Orthez, c'est parce qu'ici, le bébé vient au monde de façon totalement naturelle. Il est accueilli par nos bras et nos mains bienveillantes. Et dès qu'il naît, il me regarde droit dans les yeux. C'était une grande lumière, en fait. Le petit Django est un beau bébé en bonne santé. La famille s'émerveille devant lui à chaque instant. Mais 2 jours plus tard... Django était là, je l'avais bien placé dans un petit un coussin d'allaitement. Et je pars à la salle de bain qui est dans la chambre en fait de la maternité. Et je sors de la douche, je me sèche les cheveux et en fait la porte de la salle de bain était un peu entrebâillée. Et au sortir de la salle de bain, je regarde sur le lit et le coussin était vide. Mon bébé n'était plus là. 16h30, Django a disparu. Tout de suite, c'est l'affolement. Je vais voir les sages-femmes et je leur dis est-ce que vous avez pris mon bébé pour un soin ou Mais elles m'ont dit on ne fait jamais ça sans l'accord de la maman. Et de suite, l'aide-soignante a passé plein de coups de téléphone. Elle a dit fermez l'hôpital, on vient d'enlever un bébé. Pendant qu'une partie du personnel tente de rassurer Alexandra, l'autre prévient les gendarmes. Immédiatement, je mobilise tous les moyens disponibles pour se rendre à l'hôpital, à la maternité d'Orthez. 17h30, les gendarmes alertent le procureur de la République de Pau. Le substitut de permanence me téléphone en me demandant de rentrer immédiatement parce qu'on vient d'enlever un nourrisson dans une maternité d'Orthez. Et immédiatement, ça va être le branle-bas de combat. Au sein de l'hôpital, c'est l'alerte rouge. Une à une, les pièces sont fouillées. Toutes les voitures sur le parking sont examinées en vain. Une agitation qui fait rapidement le tour de la ville. Je reçois un coup de téléphone d'une de mes connaissances qui me prévient en me disant qu'il y a des gendarmes qui sont tout autour de l'hôpital d'Orthez. Donc je décide d'aller voir
Et je découvre un hôpital qui est en effet totalement cadenassé, avec plusieurs fourgons, plusieurs véhicules, il y a des képis partout. 18h30. Un à un, personnel et patients de l'hôpital sont interrogés. Les témoignages se recoupent. Une femme de 40-50 ans, plutôt ronde et grande, a été vue. Elle tenait un bébé blotti dans son manteau noir. Et cette femme, personne ne semble la connaître. Il y avait quand même des dispositifs immobiliers physiques qui normalement devaient restreindre les allées et venues, mais qui étaient à l'époque en panne et pour des raisons de commodité qui avaient été désamorcés ou neutralisés, autant que je me souvienne, par le personnel soignant ou la direction. Donc de facto, il était possible de rentrer sans contrôle en fonction des heures et en étant un peu habile dans la maternité. Il semble bien qu'une inconnue ait profité de ces dysfonctionnements. Elle s'est introduite dans la maternité et en est sortie avec le petit Django sans que personne ne sache ni pourquoi, ni pour aller où. Mon inquiétude dès le départ, c'est de me dire, on est à une demi-heure, trois quarts d'heure de la frontière franco-espagnole, est-ce que c'est pas éventuellement un enlèvement transfrontalier? Et donc l'idée, c'est d'avoir aussi un dispositif qui puisse contrôler les sorties vers l'Espagne et non pas simplement les axes qui mènent vers les grandes villes comme Toulouse ou comme Bordeaux. Douane, police aux frontières, les recherches sont lancées tout azimut, y compris bien sûr dans les gares. Il y a un train qui partait en gare d'Orthez qu'on a arrêté, qu'on a empêché de repartir et on a fait toute la rame pour voir s'il n'y avait pas une femme avec un bébé à bord du train. Mais toutes ces recherches ne donnent rien. Le procureur est en contact direct avec la chancellerie. Les critères pour lancer le dispositif semblent réunis. Django est mineur, l'enlèvement est avéré, les gendarmes ont une description de la femme qui l'a kidnappé, mais alerte enlèvement est un dispositif lourd. La décision doit être pesée. Ce nourrisson avait 2 jours et les médecins ont fait savoir aux enquêteurs qu'ils avaient de vraies inquiétudes sur l'intégrité physique de l'enfant, voire sa vie, si l'enfant était mal soigné ou pas nourri comme il fallait. Donc, après avoir fait cette évaluation, on a pris la décision de déclencher le plan d'alerte enlèvement. Si vous devez faire une alerte enlèvement, il faut le faire à un moment qui soit stratégique, notamment ce jour-là, avant le journal de 20h, puisque c'est à ce moment-là que ça aura le plus de portée. Donc c'est une pression sur l'équipe des magistrats sur le terrain, parce qu'on se donne ce timing, cette deadline de 20h, être prêt avant 20h pour déclencher le message au bon moment. L'heure tourne. Il est presque 19h30. Les gendarmes récupèrent une photo de Django. Le procureur rédige le message d'alerte et informe les parents de la tornade médiatique qui va s'abattre sur eux. Je suis en présence d'un père qui comprend pas trop bien, qui est inquiet, d'une mère qui est un petit peu traumatisée et finalement qui reste sur son compte à soi, comme si elle ne réalisait pas véritablement bien la situation, ou en tout cas ne veut pas le montrer. Mon rôle, c'est de dire à ses parents, on est là pour s'occuper de votre enfant et vous le rendre le plus rapidement possible. Et en même temps, parce que la presse est là, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je dis aux parents et ce que je vais dire aux journalistes. 20h15, l'alerte enlèvement est déclenchée. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Une nouvelle qui vient de nous parvenir, un bébé de 2 jours a été enlevé cet après-midi. Une procédure alerte enlèvement a été déclenchée. Toutes les rédactions de France reprennent l'alerte en boucle. Panneaux d'autoroute, réseau SNCF, l'information est partout. La machine est lancée. On a le sentiment, quand on déclenche l'alerte enlèvement, qu'on ne maîtrise plus rien. Qu'on lance une information dont tout le monde peut s'emparer, l'automobiliste sur l'autoroute, Madame tout le monde ou Monsieur tout le monde derrière son poste de télévision ou la radio. C'est aujourd'hui devenu une technique professionnelle. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc c'était véritablement un enjeu de se dire je déclenche quelque chose, mais je ne sais pas
qu'est-ce que ça va déclencher derrière. Donc oui, il y avait une inquiétude, plus qu'une peur, mais une inquiétude. On revient maintenant sur cette information que je vous donnais il y a quelques minutes, le déclenchement de la procédure alerte enlèvement suite à l'enlèvement d'un bébé dans la chambre d'une maternité d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes en ligne avec notre correspondante. Oui, d'après nos informations, il s'agirait d'un bébé de seulement 2 jours. Il aurait été enlevé par une femme dont on dit qu'elle avait des cheveux courts, qu'elle était habillée en noir. C'est un choc. Quand vous entendez la sonnerie et vous voyez le logo alerte enlèvement et que c'est vous qui êtes concerné, c'est vous qui êtes à l'origine, je dirais, de cette césure dans l'information où on arrête tout pour faire passer l'alerte enlèvement. Pour le procureur de la République qui en a pris la décision, vous sentez l'importance de ce qui est en train de se passer. On est sur la route et on a ce son-là, avec vous savez, cette sirène-là qui lance, que je n'avais jamais entendu, je crois. C'est la chair de poule. On se dit, ouais, c'est nous, il faut qu'on le fasse, quoi. Grâce au dispositif, la France entière apprend la disparition de Django. L'alerte enlèvement est une véritable surprise parce que je suis devant un match de foot et on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Et le visage d'un enfant apparaît. C'est très bizarre, c'est très étonnant. Ce flash qui arrive devant tous nos yeux et je vois ce visage, évidemment, on s'imagine absolument pas que ça peut concerner notre propre famille. Et puis, finalement, assez tardivement, une heure et demie après, je commence à avoir des échanges avec ma famille qui me disent « c'est ton petit cousin qui vient de naître ». Donc c'est une panique. Sitôt l'alerte lancée, Orthez est envahi par les journalistes. C'est la première alerte enlèvement que je vis et donc je vois que c'est quelque chose qui implique un énorme déploiement des forces de l'ordre puisque donc il y a tous les gendarmes de la compagnie d'Orthez, ils sont à peu près une centaine dans une dizaine de brigades disons, mais il y a aussi tous les gendarmes des compagnies des autres compagnies du département qui arrivent vers Orthez, il y a des patrouilles dans toute la ville, il y a des véhicules de gendarmes partout, donc c'est la première que je vis et je me rends compte un peu de la force de frappe qu'elle peut avoir, quoi. Force de frappe locale, mais aussi nationale, car le cœur de la cellule alerte enlèvement bat en région parisienne. Lorsqu'on lance le dispositif alerte enlèvement, sur les alertes, il va y avoir toujours un numéro de téléphone qui va apparaître. Ce numéro de téléphone, il va permettre à toutes les personnes qui vont contacter la gendarmerie d'être pris en compte par le centre de renseignement opérationnel qui est ici à la Direction générale de la gendarmerie et qui va permettre de collecter l'information, de pouvoir l'analyser et sur tous les témoignages qui semblent intéressants, pouvoir immédiatement le réorienter vers les services enquêteurs qui, eux, sont sur le terrain. Des appels qui sont réceptionnés et triés à la cellule avant d'être transmis aux gendarmes sur le terrain à Orthez. On court tous dans tous les sens en fonction des missions qui nous sont données, quoi. On va taper 100 ou 200 perquisitions, on sait qu'il n'y en aura qu'une qui sera bonne. Donc ça veut dire que les autres, il faut les mener voilà, en faisant attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, pas traumatiser les gens chez qui on va. Enfin voilà, c'est compliqué, il faut faire attention. On arrive quand même dans des familles où, normalement, il y a un bébé qui a été vu. Donc on a un bébé en bas âge, donc on a une jeune maman ou une famille avec un jeune enfant qui sont là. Et donc forcément, voilà, on rentre pas en cassant la porte. Une tâche délicate, d'autant plus qu'on recherche un nourrisson. Il n'y a rien de plus qui ressemble à un bébé qu'un autre bébé, mais bon voilà, on regarde bien la photo, et puis après on l'arrange et on toque, on rentre, on explique aux gens ce qui se passe. Voilà, à 99% du temps, les gens, oui, ils comprennent, il n'y a pas de souci, venez, on va vous montrer. Et puis voilà, très rapidement, on a des preuves que c'est bien leur bébé. Très rapidement, on a le bracelet de la maternité qui est fourni. On a tout un tas d'éléments que l'on sait pouvoir utiliser pour vérifier que le bébé ou la maman a bien accouché dans telle ou telle maternité. Je crois qu'il y a une sorte d'inconscient collectif
qui fait que chacun se met un peu à la place des parents, et si c'était mon enfant, et donc il y a une sorte de solidarité qui ne dit pas son nom, gendarmes, infirmiers, docteurs, je dirais même les journalistes n'ont pas une attitude habituelle en la matière, et la manière dont ils nous interrogent, dont ils traitent l'information est probablement plus bienveillante, avec plus de compassion. On n'est pas sur du spectaculaire, il faut retrouver un enfant. Malgré la compassion pour les parents, les gendarmes ne négligent pas la piste familiale. Il est près de 23h, Alexandra, la mère de Django, est entendue pour la seconde fois. Mutique, distante, son comportement intrigue. Ça a été très éprouvant parce que les questions posées sont presque déjà faites pour savoir si c'est vous la coupable. Alors que je savais très bien que je n'étais pas coupable. Donc je trouvais que les questions étaient très intrusives et qu'il y avait une suspicion derrière les questions. C'est extrêmement gênant. Vous vous êtes sentie incomprise ? Jugée, en tout cas. Jugée dans mon fonctionnement, en fait. C'est un peu choquant ce que je dis là, parce que, et quoi, elle se fait voler son enfant et en même temps, on la soupçonne. Mais oui, mais encore une fois, la police judiciaire, c'est pas... on doit explorer toutes les hypothèses. Donc avec toute l'humanité nécessaire, on entend la mère et on se fait une opinion. Tous les éléments qu'elle relate, les circonstances très précises de la disparition de l'enfant montrent de façon très probable qu'elle est entre guillemets sincèrement victime, mais en tout cas exclut a priori une complicité de la mère. Les heures passent et toujours aucune piste sérieuse. L'inquiétude monte. Je me dis, mais qui c'est cette folle ? Comment on peut faire un truc pareil ? Quelle est cette personne, quoi ? Je comprends pas. Ce que je me dis surtout, c'est, mais qu'est-ce qu'elle va faire de mon bébé ? Le procureur renforce la pression médiatique. Je tiens surtout à préciser, à l'attention de tout le monde, qu'il s'agit d'un bébé de 2 jours et que ce bébé était allaité par sa maman. Ce bébé donc a impérativement besoin de soins. Il faut le retrouver rapidement dans la foulée de l'alerte enlèvement. C'est une pression qui est différente aux autres enquêtes, quoi. C'est un truc qui est unique. Il n'y en a pas eu des 110 000 en France. C'est une course contre le temps. Un peu plus de 12 heures après le déclenchement du plan alerte enlèvement, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le nourrisson disparu hier après-midi à la maternité d'Orthez. Malgré la diffusion de l'alerte, l'enquête piétine. La gendarmerie locale n'a reçu que 30 appels, 80 au niveau national. Les gendarmes n'ont donc que très peu d'éléments pour établir le profil de la ravisseuse. Il n'y a pas de demande de rançon, donc on n'est pas sur un enlèvement intrafamilial, crapuleux, rien ne permet de penser qu'on soit sur des personnes qui en veuillent à l'enfant pour des raisons malsaines, vol d'enfants, réseau pédopornographique, que sais-je, et qu'en tout état de cause, l'action des gendarmes est limitée par finalement le peu d'informations qu'on a sur quelle est la suite, quel est le cheminement de suite de la ravisseuse, quels sont bien entendu ses mobiles. Mais alors, qu'en pensent les experts spécialisés dans ce genre d'affaires ? Qui sont ces femmes capables de s'introduire dans une maternité pour voler le bébé d'une autre ? En 2008, quand Django disparaît, c'est la 7e fois en France qu'un bébé est enlevé dans une maternité. Des affaires rarissimes donc. Néanmoins, certaines tendances ont été dégagées chez ces femmes. Ce sont des personnalités, si on regarde du côté social, on pourrait, je sais pas, par exemple les décrire comme des femmes qui sont plutôt agréables, et on voit derrière le agréable des femmes plutôt effacées, qui ne donnent pas vraiment leur avis, on ne sait pas vraiment ce qu'elles pensent. Il y a des personnalités un peu neutres, on pourrait presque dire un petit peu trop neutres. Donc ces personnalités très fragiles, avec des angoisses massives, on dit que la personnalité est clivée, il y aurait comme ça un petit peu 2 personnes qui habitent cette femme. Des profils instables qui alimentent les inquiétudes. Ces femmes peuvent représenter un danger pour les enfants qu'elles kidnappent et il me semble que c'est tout à fait approprié de s'alarmer très vite
puisque vous entendez bien qu'elles ne sont pas face à un bébé ayant des besoins qui leur sont propres. Et on peut voir une confusion entre la volonté de posséder et la capacité à comprendre qu'il s'agit bien d'un enfant avec des besoins qui lui sont propres, qu'il a faim, qu'il a besoin d'une relation affective de son père et de sa mère. Donc déjà ça, on voit que ça a été totalement oublié puisqu'on a pris le bébé comme s'il était un objet. 7h du matin. Face à l'urgence, le procureur et les parents décident de tenter le tout pour le tout. Près de 15 heures après la disparition de Django, son père Sébastien lance un appel à la ravisseuse. J'ai envie de parler à cette personne, quelle qu'elle soit, pour lui dire que si elle revient nous ramener notre enfant, elle sera accueillie, elle ne sera pas jugée. On l'entendra dans sa détresse parce que je pense que c'est quelqu'un qui souffre. Quelques minutes plus tard, à 7h11, c'est au tour du procureur de s'adresser directement à cette femme. Je crois que tout le monde, à commencer par la justice, sera capable de comprendre un moment d'égarement, un moment de difficulté personnelle, et ce qui sera apprécié, fortement apprécié, c'est bien entendu que l'enfant soit rendu à sa maman. Une supplication rare. Mais l'enquête est dans l'impasse, alors la justice rassure. Car une question hante à ce moment-là tous les esprits. Django est-il seulement toujours en vie ? Moins de 2 heures après ses appels à la télévision et à la radio, l'enquête s'emballe. Alors que jusqu'ici les témoignages n'avaient mené qu'à de fausses pistes, voilà que soudain, à la cellule de crise, on a un appel extrêmement intéressant d'un camionneur qui se trouve quelque part dans l'Est. Sa sœur, qui a 47 ans, je crois, de mémoire, qui prétendait être enceinte, lui, il trouvait ça bizarre, il trouve sa sœur bizarre. Et elle l'a appelé hier soir, en fin de soirée, pour lui dire que ça y est, elle avait accouché à Pau. Donc, entre l'alerte enlèvement et ces faits-là, il a fait la corrélation et il s'est demandé, sans dénoncer sa sœur, il dit je trouve ça bizarre, il y a peut-être un truc à creuser, à aller vérifier, ne serait-ce que pour que moi j'ai la conscience tranquille et que voilà. Il émet des doutes sur le fait que sa sœur ait pu être enceinte et puis elle a accouché d'un coup d'un seul comme ça au même moment de l'alerte enlèvement, ça lui paraît bizarre, donc les collègues partent faire ces vérifications suite à ce renseignement. Ils sortent d'une perquisition, ils repartent faire une autre perquisition, quoi. La suspecte s'appelle Dominique Delordi. Elle a 48 ans et vit à Billères, une petite commune des Pyrénées-Atlantiques, à 40 km d'Orthez. 50 minutes après l'appel, les gendarmes sont déjà devant sa porte. C'est la dame qui nous ouvre. Elle a un comportement tout à fait étrange. Donc on rentre, il y a 2 pièces à vivre en enfilade. Et très rapidement, j'ai tous les autres enquêteurs qui filent dans le reste des pièces, le temps d'expliquer. Et très rapidement, j'en ai un qui dit « je l'ai ». Quand on regarde le bébé, il ressemble quand même rudement à la photo. Et puis la dame, elle est incapable de présenter des papiers comme quoi elle a eu un suivi de grossesse, comme quoi, voilà, tout ce genre de choses. Elle a absolument rien. Cet enfant que nous voyons dans son berceau semble en bonne santé. Et il ne présente aucun signe ni de maltraitance, ni de négligence. On a tout l'équipement dans cette maison, on a tout l'équipement qui convient pour s'occuper d'un nouveau-né, le lait premier âge, les couches, en nombre conséquent. Enfin, manifestement, c'est une maison où l'enfant était attendu. Le bébé ressemble à Django, mais ça ne suffit pas. Dominique Delordi est mère de 6 enfants, c'est peut-être Django, mais peut-être pas. Et il n'y a pas de place pour l'erreur. Il y a eu un petit moment d'incertitude quand même. Il fallait d'abord quand même que les parents nous confirment que c'était bien le leur. Django est emmené à l'hôpital pour faire une prise de sang et une comparaison ADN avec les parents. En attendant les résultats, Dominique Delordi est examinée chez elle par un gynécologue pour voir si elle a vécu un accouchement récent. Et rapidement, preuve est faite qu'elle ment. Les gendarmes informent immédiatement le procureur. Prudent, il décide d'attendre que l'identification de Django soit formelle avant de communiquer quoi que ce soit. Mais il se fait doubler.
C'est un ministre qui, en sortant du Conseil des ministres, donnera l'information comme quoi l'enfant avait été retrouvé. C'était Madame Alliot-Marie en l'espèce. Avant vous? Oui. Au moment où le ministre donne cette information, nous, sur le terrain, on n'est pas absolument certain qu'on a retrouvé le bon enfant. Michel Alliot-Marie a pris de court le procureur et les gendarmes. Tout à coup, l'information arrive sur l'écran. L'enfant a été retrouvé. Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur à l'époque, déclare, donc on ne peut que la croire, que l'enfant a été retrouvé. Je suis à 1000 lieues de m'imaginer que la famille n'est pas au courant. Je prends mon téléphone immédiatement, évidemment, dans la seconde, et j'appelle ma cousine. Je ne tombe pas sur elle, je tombe sur sa mère, donc ma tante, et je lui dis il est retrouvé. Elle est dans les vapes, elle est dans une torture mentale, dans une torpeur, je peux le comprendre. Elle me dit qu'est-ce que tu dis? Donc je lui dis 3-4 fois, et je me rends compte à ce moment-là qu'elle n'est pas au courant. Donc je me dis là, il y a un blême, il y a un sacré problème, il y a un souci. Comment ça se fait que la famille ne soit pas au courant avant la presse? Un cafouillage que les parents de Django vivent très mal. Je trouve que c'est une faute, c'est un irrespect aussi. C'est presque un peu une faute d'orgueil, parce que vouloir mettre en avant le fait que l'alerte enlèvement ait fonctionné, oui bien sûr, mais à ce moment-là, la priorité, ce sont les parents et les enfants. Voilà, c'est nous. D'autant que pour l'instant, il n'y a aucune certitude que l'enfant retrouvé soit bien le petit Django. Pendant ce temps, Dominique Delordi est placée en garde à vue chez elle et assistée d'une avocate de permanence ce soir-là. J'ai le souvenir de l'avoir vue assise dans sa chambre, sur son lit. À ce moment-là, bien évidemment, on me laisse seule avec elle. C'est assez surprenant pour moi-même d'ailleurs, puisque j'ai également entendu parler de cette alerte enlèvement. Et immédiatement, mais là je suis encore au stade des impressions, je sais que cet enfant n'aura manqué de rien, qu'il a manifestement été choyé et qu'à aucun moment il n'a été maltraité. Pendant ce temps, les résultats des examens tombent. Le bébé retrouvé est bien Django. Il est en bonne santé. La gendarmerie fait donc enfin une annonce officielle. L'enfant a été retrouvé vivant et en recoupant toutes les informations, on a pu vérifier qu'il s'agissait bien de l'enfant qui a été enlevé hier soir. Là, c'est du soulagement. C'est du soulagement. D'abord, on pense aux parents. On se met, bien qu'on soit professionnel, on se met à leur place. Donc on imagine la joie qui peut être la leur à ce moment-là, le soulagement, et donc on est soulagé pour eux, on est aussi soulagé pour soi, parce qu'on se dit que les moyens qu'on a mis en œuvre n'étaient pas inutiles. Après presque plus de 30 heures d'enquête. À ma foi, on souffle un bon coup. Il y a un sentiment de très fort soulagement. Alors, une fois qu'on a bien soufflé et que l'enfant est en sécurité, maintenant il s'agit de continuer l'enquête judiciaire. D'abord, il y a la notification de la garde à vue, puisque infraction qualifiée crime au demeurant, c'est enlèvement-séquestration. Django est enfin remis à ses parents. Un soulagement en demi-teinte. Alexandra a besoin de temps pour réaliser qu'elle a enfin retrouvé son bébé. Quand il est dans mes bras et que je l'allaite, là, je suis apaisée. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire, je suis rassurée du fait qu'il soit là, qu'il soit vivant, surtout. Parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Une fois qu'on est dans notre maison, tous réunis, que je peux serrer dans mes bras ma fille, mon fils, en même temps, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a une sorte de sourire intérieur, en fait. Parce que j'arrivais pas à sourire extérieurement, d'ailleurs. C'était plus possible, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de rassurant. Voilà. Pour les médias, l'alerte est terminée. Mais le temps de l'enquête commence et le profil de la ravisseuse intrigue.
Le petit Django va bien. Il a été rendu cet après-midi sain et sauf à ses parents à la maternité d'Orthez. Et stupeur, c'est une mère de famille de 6 enfants qu'il a enlevé hier. Qui est vraiment Dominique de Lordy? Une femme fragile ou une dangereuse criminelle? A-t-elle agi seule? Comment? Et pourquoi? Et surtout, a-t-elle oui ou non prémédité l'enlèvement de Django? C'est précisément ce que cherchent à savoir les enquêteurs lors de sa garde à vue. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est effectivement l'auteur d'une infraction, qualifiée crime, mais qui est plus quelqu'un de perdu qu'un truand. Donc, on a affaire à un profil psychologique assez atypique par rapport à nos gardés à vue habituels, si j'ose dire. Elle explique comment s'est passée cette journée du 9 décembre 2008, comment elle a été amenée à commettre cet acte qu'elle-même n'arrive pas à expliquer, puisqu'elle dira « je ne comprends pas cet acte », reconnaissant d'emblée qu'elle avait agi dans le cadre d'une impulsion. Dominique de Lordy explique qu'elle s'était convaincue de sa grossesse. Ce bébé, elle le voulait. Elle voulait un 7e enfant puisqu'elle avait déjà 6 enfants. Elle avait annoncé qu'elle devait accoucher en décembre. Donc lorsque cet enfant arrive, il s'inscrit toujours dans cette logique puisqu'elle-même a pensé pendant de longs mois qu'elle était enceinte en ayant tous les symptômes et en croyant fermement qu'elle était enceinte. Parmi ses proches, il y a son compagnon. Frédéric jure aux gendarmes qu'il pensait que ce garçon était son fils. Oui, lui, il s'attendait à avoir un petit parce qu'elle y avait fait croire depuis qu'elle était enceinte. Et comme il a jamais été avec elle aux échographies, tout ça, elle lui disait que ça se passait bien. Puis ça devait être des vieilles échographies qu'elle devait avoir. Et comme il ne devait pas regarder les dates, elle devait lui montrer ça, quoi. Moi, j'avais vraiment le sentiment, à cette époque-là, d'être en présence non pas de quelqu'un qui était en détresse psychologique ou psychiatrique, mais avant tout ça, de quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort et qui, dans cette affaire-là, avait présenté une vraie dangerosité. 2 jours après avoir retrouvé son fils, Alexandra est devant la maternité d'Orthez. Dans ses bras, Django. À ses côtés, son compagnon Sébastien et leur fille de 6 ans. La famille est au complet devant les caméras. Une séquence retrouvailles classique, comme les médias en raffolent, jusqu'à ce que Sébastien prenne la parole. C'est pas un acte foncièrement méchant, c'est un acte de folie, de détresse, de plein de choses, mais c'est pas... On a retrouvé Django en bonne santé, il n'y a pas eu, je pense, de mal, donc je pense que c'est quelqu'un qui devra être aidé. Une déclaration qui prend tout le monde de court. C'est un couple qui est contre une société trop sécuritaire et il le fait savoir plusieurs fois. Et on n'est pas pour qu'il y ait des caméras de surveillance partout. On n'est pas pour qu'on mette des bracelets aux bébés dans les maternités, des bracelets de surveillance bien sûr. On est contre la dérive sécuritaire. Donc ils ne veulent pas que l'événement auquel ils ont été confrontés devienne un prétexte pour tout verrouiller, quoi. Un père qui demande le suivi médical et non la prison. Du pain béni pour l'avocat de Dominique de Lordy. Dès le départ, j'ai salué cette façon de considérer cette affaire et le père de ce jeune bébé indiquait lui-même, parce que peut-être qu'il avait compris que ma cliente n'avait pas besoin, ou en tous les cas pas tant besoin d'enfermement que de soins. Le juge des libertés et de la détention, reprenant et motivant parfaitement sa décision, a considéré qu'il n'y avait pas matière à détention provisoire et qu'un contrôle judiciaire avec une obligation stricte de soins sous le régime de l'hospitalisation pouvait suffire. Dominique de Lordy est néanmoins mise en examen pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Elle est placée sous contrôle judiciaire et hospitalisée. Mais à la surprise générale, 3 mois plus tard, Dominique de Lordy est libre sous le régime de l'hospitalisation de jour avec traitement et suivi psychologique. Une décision juste pour le père de Django qui refuse de se porter partie civile contre cette femme. Un désaccord profond avec Alexandra, la mère. Et le couple explose.
Dans ces situations-là, on peut voir des couples qui s'éloignent parce qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'ils ne se sont pas compris dans l'épreuve. Ils se sont sentis chacun abandonnés par l'autre, et ça a eu des répercussions sur le lien d'amour qu'ils avaient. 2 ans plus tard, en 2010, Alexandra formule une requête qui lui tient à cœur. Une confrontation avec la femme qui lui a volé son bébé. C'était dur cette confrontation, mais nécessaire. Ce mot, il est important. Confrontation, se confronter à. J'ai pas tellement envie d'émettre de jugement en fait sur cette personne. Je crois que moi j'arrive avec à l'intérieur beaucoup de colère, évidemment, que je lui exprime, évidemment, aussi, mais en restant très posée. Elle s'excuse, mais pas vraiment. Elle s'excuse et elle se trouve des excuses. Voyez la différence ? Elle se trouve des excuses. Et elle n'est pas excusable. C'est compliqué. 1 an après cette confrontation, le nouveau procureur de la République de Pau crée la stupéfaction. Plutôt que de juger l'enlèvement de Django comme un crime devant une cour d'assises, Jean-Christophe Muller décide de renvoyer Dominique Delordi devant un tribunal correctionnel pour répondre d'un simple délit. La justice, ça n'est pas uniquement l'application mécanique de règles. Si j'envoyais cette affaire devant la cour d'assises, elle aurait pris place à une session au cours de laquelle on aurait eu à traiter d'un braquage de station-service par des types armés de Kalachnikov, un homicide volontaire, un meurtre ou 2, et des affaires de viol. Donc, est-ce qu'on était vraiment avec ce dossier dans cette gamme-là, si je peux dire? De toute évidence, non. En tout cas, de mon point de vue, non. Une différence conséquente. Au lieu de 30 ans de réclusion criminelle, Dominique Delordi ne risque plus que 5 ans d'emprisonnement. Avant d'entériner cette décision, le procureur sollicite l'accord des parties civiles, la mère et la grand-mère de Django. Au début, moi, j'ai un peu de mal à l'entendre, mais finalement, en discutant avec lui et en faisant le point avec ma cliente, elle accepte que ce soit correctionnalisé et ça se passe correctement sur le plan pénal, il n'y a pas de souci. Et le procureur donne des garanties. L'audience sera tenue avec le même sérieux que devant une cour d'assises et durant une journée entière. Tribunal correctionnel de Pau. L'ambiance est tendue. Les parties civiles réclament le huis clos, mais le procureur s'y oppose et obtient gain de cause. Du fait qu'il y avait une alerte enlèvement, il y avait quand même ce côté un petit peu sensible de l'affaire. Il était nécessaire aussi au regard de l'exemplarité, de la manière dont ça s'était déroulé, l'exemplarité de la sanction. Oui, il fallait que ces choses-là se déroulent publiquement. La justice, ça concerne les parties civiles, le prévenu, mais ça concerne aussi la société. Dominique Delordi se présente libre à l'audience. Face à elle, la mère et la grand-mère de Django. C'est une épreuve de se retrouver à nouveau dans la même pièce que cette personne, en fait. Et d'entendre aussi son histoire, parce que dans un procès, en tout cas dans ce procès, on parle des victimes, mais on parle aussi du ou de la coupable, quoi. La cliente, le jour de l'audience correctionnelle, elle est comme un chiffon. Elle est extrêmement tendue et elle veut que vraiment sa situation de victime en tant que mère et de victime en tant que représentante de son enfant mineur soit amplement reconnue. Donc, dans sa tête, le jour du procès, il n'y a pas de place pour s'occuper de ce que va dire de Madame Delordi ou de ce qui va se passer pour Madame Delordi. Pourtant, le parcours de cette femme est au cœur de toutes les interrogations.
C'est d'abord une mère de famille. Elle a 6 enfants, donc qui sont âgés de 17 à 30 ans. Et visiblement, c'est une femme qui a déjà connu une vingtaine de grossesses, puisqu'il y a eu des fausses couches, malheureusement. Et donc, elle est très orientée vers la maternité. Et donc, à 48 ans, elle est toujours animée par un désir d'avoir un nouvel enfant, quoi. Un désir extrême, quitte à l'inventer. Elle fabrique cette grossesse à tout prix pour offrir un enfant à son dernier mari, un peu plus jeune qu'elle, etc. Et elle le lui offre tellement qu'elle y croit, elle pense qu'elle a un enfant dans son ventre, elle dit qu'elle le sent, le mari croit qu'elle est enceinte, elle part accoucher, et elle lui annonce qu'elle a accouché, forcément, puisqu'elle ramène l'enfant dans un couffin à la maison. Et lui, il est tout content, il l'annonce à ses collègues de travail. C'est fou. Parce que dans le cerveau de cette personne, il y a quelque chose qui a dérapé. On sait que tout ça se situe, pour dire les choses clairement, exactement dans l'inverse de ce qu'on appelle le déni de grossesse, puisque c'est au contraire l'invention d'une grossesse, cette affaire. L'invention d'une grossesse pour laquelle il ne manquait qu'une chose, c'est un bébé qui a été trouvé et enlevé dans les conditions que l'on connaît. Le président de la Cour, agacé, l'interroge. Est-il possible que vous vous soyez auto-persuadé que vous étiez enceinte ? À la barre, l'accusé répond « Oui, c'est possible ». Et le magistrat de la reprendre. « Arrêtez de mentir, vous êtes dans le déni de la gravité de vos actes. C'est grave, vous devriez être devant la cour d'assises. » Je sens que c'est une personne qui ne mesure absolument pas la gravité de son acte. Ce jour-là, je prends conscience de ça. Et c'est blessant. C'est blessant. Tout laisse à penser que Dominique de Lordy a prémédité son geste. Pourtant, elle parle de pulsion. Elle assure que ce jour-là, elle est allée à la maternité pour voir une amie qui venait d'accoucher. Et si elle est rentrée dans la chambre d'Alexandra, c'est parce qu'elle cherchait les toilettes. Ce ne sont pas des pulsions, c'est réfléchi. Elle avait fait des repérages dans des établissements, dans des maternités de la région. Elle avait acheté une sorte de déguisement avec une perruque. Bref, elle avait quand même tout un petit attirail qu'elle s'était constitué. Préméditation, repérage, des termes qu'il faut manipuler avec précaution de l'avis des spécialistes. On pourrait plus parler de déambulation. Il y a un moment où il va y avoir, si je suis dans une maternité, je suis enceinte. Je sais que cette pensée peut paraître totalement hallucinante, et elle l'est en soi, mais elle rentre dans la logique jusqu'au moment où, en effet, l'acte va agir, et ça va court-circuiter sa pensée, et elle va agir, et elle va prendre un bébé. Finalement, après 7h30 d'audience, Dominique de Lordy est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Une peine importante où la préméditation a pesé lourd. Cette décision a quand même rappelé, et c'est d'ailleurs en ce sens-là que j'avais demandé au tribunal correctionnel de se prononcer, a rappelé qu'on était quand même en face de faits d'une particulière gravité. Dominique de Lordy n'ira pas en prison. Sa peine est aménagée, elle l'effectue chez elle avec un bracelet électronique. Elle avait des obligations, ou plutôt elle n'avait l'autorisation de quitter son domicile que pendant des plages horaires extrêmement courtes, 1h le matin, 2h l'après-midi, et le reste du temps, elle était consignée à domicile en quelque sorte avec ce bracelet électronique. Je crois que c'est une des... Oui, enfin, ça fait partie des premiers cas d'application du bracelet électronique pour des durées aussi longues. Si le bracelet électronique est une réelle contrainte pour Dominique de Lordy, cet aménagement de peine est loin d'être accepté par la mère de Django. On n'est pas satisfait à ce moment-là. Et je dis on, parce que derrière moi, il y a la famille aussi. On trouve qu'elle s'en sort bien. Elle est assignée chez elle, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est pas normal. On a vraiment la sensation, j'ai vraiment la sensation que la société prend plus de soin pour elle, la coupable, que pour nous, les victimes. Dominique Delordi est également condamné à payer près de 20 000 € de dommages et intérêts à la famille de Django. Et là, ça se complique. Alexandra, pourquoi ça se complique ? Parce que elle n'est pas solvable. Alors, outre le fait que là aussi, nous ne sommes pas satisfaits des dommages et intérêts de la somme allouée. On parle d'un enlèvement de bébés. Ce sont des vies humaines, là. C'est pas un préjudice matériel où on est sur des préjudices moraux, enfin, psychologiques, physiques. Et ça vaut 10 000 €? Et ça vaut 5 000 €? C'est donc un nouveau combat qui commence pour les parties civiles. Obtenir réparation auprès de la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et là, quelques mois plus tard, le fonds de garantie, qui est censé payer donc les dommages et intérêts, suite à l'accord de la CIVI, fait appel à la décision de la CIVI et refuse de nous dédommager. Sous le motif que je n'ai pas été, au moment de l'enlèvement de Django et dans les 30 jours, je crois, après l'enlèvement, en ce qu'ils appellent ITT, c'est-à-dire incapacité temporaire de travail. Alexandra ne baisse pas les bras. Elle engage un bras de fer avec l'administration. Ça va durer 4 ans. Je rentre dans un univers qui m'est complètement étranger, absolument pas familier. Les avocats, voilà, la justice, ça m'évoque pas grand-chose à moi. Mais là, je dois le faire. Donc, il faut que j'arrive à ce moment-là à comprendre le fonctionnement. Quels sont mes droits, nos droits. Finalement, Alexandra est dédommagée, non sans peine. Elle était démolie, cette personne-là. Elle s'est reconstruite, fort heureusement, pas à cause des dommages et intérêts qui ont été très faibles. 10 000 € pour la mère, 5 000 € pour l'enfant, c'est... Je le dis, c'est ridicule. Au-delà de l'aspect financier, il a fallu énormément de temps pour qu'Alexandra se remette de cet enlèvement. Le choc du rapt de son fils a déclenché chez elle des crises sévères de paranoïa et d'agoraphobie, au point, me confie-t-elle, de rester enfermée chez elle des mois entiers. Quand quelque chose arrive comme ça, en fait, c'est à un moment donné, si ça c'est possible, tout est possible. C'est-à-dire, si un enlèvement peut arriver dans ma vie, je sors de chez moi et je peux me faire tuer par quelqu'un, ou je sors de chez moi et on me suit. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont dans la tête, hein, mais qui sont présentes. Et qui vous ont handicapé ? Extrêmement handicapé, bien sûr, et pendant longtemps. Pendant plusieurs années, Alexandra est suivie par une psychothérapeute. Un traumatisme pour elle, mais aussi pour sa fille aînée, qui avait à peine 6 ans. Elle va exprimer ce qu'elle a ressenti ou comment elle a vécu les choses par des jeux. Elle recrée la situation. Donc son poupon se fait enlever par une voleuse. Voilà. Donc elle met ça en scène quand même. Et à ce moment-là, c'est aussi l'occasion, quand je vois qu'elle fait ça, c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Voilà. Comment tu le vis ? Quelles sont tes questions par rapport à tout ça ? Quant à Django, il a près de 10 ans aujourd'hui. Il grandit entre son père et sa mère, qui se partagent sa garde. Django, aujourd'hui, il sait ce qui lui est arrivé,
Sa mère le lui a expliqué dès qu'elle a pu considérer qu'il était en mesure de comprendre. Et je trouve ça formidable. Formidable parce que cet enfant, eh bien, il a du bagage. Il connaît son histoire. Et ça, c'est important. La communication, c'est la clé. Parce que mon comportement a été modifié par le traumatisme. Je communiquais quand même dessus, là-dessus, à mes enfants. C'est-à-dire que je leur expliquais que c'était lié à ça, dû à ça, et qu'un jour, ça passerait. Que je m'y employais, en tout cas. Vous pensez que Django a gardé des séquelles de cet enlèvement ? Ce que je ressens de vous répondre là, c'est... on ne le saura que lorsqu'il deviendra père, si un jour il le devient.